Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de cette webconférence de partage d'expérience. On reprend les bonnes habitudes. Nous avons eu l'été pour nous reposer ou non, mais en tout cas pour faire un break sur le sujet. Et donc, je vous propose en cette rentrée l'occasion de pouvoir revenir sur un certain nombre de points liés à la certification référentielle nationale qualité, Calliope. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. On va garder le même rythme que l'on avait et la même approche que l'on avait les fois précédentes. Donc, je vous propose, au travers de cette heure qui va se présenter à nous, d'aborder un certain nombre de points, donc des points dans un premier temps plutôt descendants. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt souhaité, en toute transparence, aborder le sujet. Je vais directement aller au contenu, à la fois des éléments d'actualité et rappeler un certain nombre de points clés concernant la procédure de certification. Toutefois, l'idée de ces webconférences, c'est aussi d'échanger avec vous sur vos préoccupations, les cas qui vous ont été soumis, les situations auxquelles vous avez été confrontés pour les partager auprès de tous et trouver une solution quand cela doit être le cas. Alors, il y a un certain nombre de questions qui m'ont été posées avant même cette heure, donc j'en ai prévu quelques-unes qui sont déjà avec des réponses, et puis je traiterai avec grand plaisir les autres questions qui arriveront tout au long de cette heure. Je vous rappelle, vous avez le module questions pour poser vos questions, naturellement. Alors, quelles sont finalement un peu les actualités de Calliope? Si vous aviez raté quelques informations, sachez que durant cet été, deux textes, alors on vous les avait annoncés, mais deux textes sont officiellement entrés en vigueur. Le décret du 22 juillet et l'arrêté du 24 juillet. Alors, le décret, ces deux textes sont relativement courts, mais comportent des éléments importants pour nous tous, à la fois les certificateurs, les auditeurs, et puis bien entendu les organismes de formation. Le décret, deux sujets clés, la date d'échéance qui est bien confirmée au 1er janvier 2022, puisqu'il modifie en ce sens la loi du 5 septembre 2018, et une notion de validité de certificat, on reviendra dessus, mais pour tout organisme de formation qui est certifié avant le 1er janvier 2021, eh bien ceux-là bénéficieront d'un certificat de 4 ans. Et c'est uniquement pour ceux certifiés, qui seront certifiés avant le 1er janvier 2021. Tous ceux qui seront certifiés en 2021, eux, bénéficieront d'un cycle normal de certification, à savoir 3 ans. Ce décret s'est vu complété par un arrêté du 24 juillet qui vient préciser les modalités d'audit. Et désormais, et uniquement pour l'année 2020, les modalités d'audit à distance sont tolérées et acceptées. Quelques éléments d'explication concernant le traitement des non-conformités. Alors c'est plutôt epsilon, mais toutefois c'est possible, on va aborder le sujet. C'est-à-dire que tout audit qui a eu lieu durant la période d'état d'urgence, les OF qui ont été audités à cette occasion, qui ont eu des notifications de non-conformité à cette occasion-là, durant cette période, se voient conférer jusqu'à la fin d'année pour répondre et apporter des preuves de correction aux non-conformités. Enfin, quelques éléments d'information concernant le planning de certification sont mentionnés dans cet arrêté. Eu égard à ceux qui seront certifiés sur 4 ans, le planning sera réaménagé. Alors, concernant les évolutions réglementaires, voici les deux textes principaux qui ont été publiés dans le courant de l'été. Ce qui est à noter, c'est que la DGEFP travaille sur l'évolution du guide de lecture et sur une foire aux questions qui viendra, je l'espère, un peu mieux encadrer certaines questions auxquelles on peut être confronté en termes d'interprétation. Nous attendons d'ailleurs un prochain échange avec la DGEFP pour avoir un peu plus de contenu sur celle-ci.
Concernant l'actualité, c'est aussi un peu comment se passe et quelle est un peu l'appréciation de l'engagement des EOF. Donc la demande est toujours continue sur la certification Calliope. Il y a certes effectivement l'été et les demandes ont pu se réduire au gré des départs des personnes en congé et des départs des EOF en congé, mais toutefois on le voit avec la reprise de la rentrée, les demandes sont bien présentes pour la certification Calliope. Ces demandes concernent à la fois des audits pour 2020 et le fait d'être certifié sur 4 ans quand on est certifié avant le 1er janvier 2021 stimule la demande des EOF. Donc on a actuellement des EOF qui nous sollicitent pour des contrats pour réaliser les audits sur octobre, novembre et certains temps de décembre. Mais ce qu'il faut être aussi clair et avoir en tête, mais vous êtes aussi confronté à cette situation, nous avons des OF qui, à l'occasion de cette rentrée, nous disent clairement nous avions pensé nous préparer à Calliope, bref, nous ne sommes pas prêts pour Calliope. Et malgré l'intérêt et le bénéfice d'un certificat sur 4 ans, en l'occurrence, ils préfèrent pour certains reporter sur 2021, impactant nos plannings respectifs. Ok. Par rapport au maintien et surtout à l'activité, je pense que pour nous tous, il est important de pouvoir maintenir effectivement une activité sur 2020, y compris pour Calliope. N'hésitez pas à rappeler, tous n'ont pas forcément conscience de cet argument, de cette information, qu'en étant certifiés avant le 1er janvier 2021, ils bénéficieront d'un certificat de 4 ans. C'est un argument qui peut porter à réflexion au niveau des OF, permettant de vous maintenir des jours d'audit sur cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à rappeler et à repréciser cet argument. Certains en ont bien conscience et prennent des décisions malgré ce bénéfice, mais d'autres n'en ont pas conscience. Donc il est important de le rappeler. Alors, sur le process, et pour répondre aux questions, notamment à la question que vient de me poser Patricia. Pour cette année 2020, et la particularité, c'est que l'audit initial, désormais, est autorisé à distance. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que tout audit initial qui aura lieu avant la fin de l'année, et sur la demande du client, nous pouvons l'organiser, et avec vous, bien entendu, votre concours, à distance, et totalement à distance. C'est en lien avec la situation sanitaire et on va voir qu'il y a un certain nombre d'arguments qui peuvent dire en tout cas œuvrer pour cette solution. C'est un point clé. Le point qu'il faut noter, c'est que si l'audit initial a lieu à distance, cela veut donc dire que l'audit de surveillance aura lieu sur site. Ok ? Concernant le cycle de certification. Le cycle de certification, et c'était la question de Patricia, si le certificat s'établit sur 4 ans, eh bien nous aurons toujours un audit de surveillance à mi-parcours, mais avec une plage de planification assez étendue. Finalement, l'OF pourra planifier son audit de surveillance entre le 14e et le 28e mois de sa certification. Donc, bon, on va essayer de faciliter les choses et trouver des points de repère qui constituent la mi-parcours, mais il y a une grande latitude de planification de cette année de surveillance, de cet audit de surveillance, qui aura lieu, comme vous l'avez bien compris, sur site quand l'audit initial a lieu à distance, ou à distance si effectivement les éléments au titre de la décision de certification permettent de le faire à distance. Ce sont vraiment les éléments essentiels par rapport à l'évolution du processus. Je ne reviens pas sur les non-conformités, ça concerne epsilon de dossiers. Je vais juste vous rappeler quelques éléments, notamment finalement cette logique d'audit à distance ou sur site, c'est vraiment à la carte de l'OF. Donc, l'OF peut demander à ce que l'audit ait lieu à distance, sur site, mais n'oubliez pas que l'on peut aussi mixer les deux approches.
et je vais avoir en tête notamment des multisites et notamment ce que l'on appelle les multisites nationaux. Vous avez un siège à Paris, un autre site à Marseille, un dernier site à Nantes. Pour des raisons logistiques, c'est peut-être plus simple de faire l'audit à Paris et d'auditer depuis Paris les sites de Nantes et le site de Marseille. Un exemple. Bon, il est important de rappeler l'efficacité des outils et des méthodes en distanciel. Ce n'est pas tout à fait pareil que l'audit en présentiel, je ne vais pas vous le rappeler, mais toutefois, il y a quand même une pertinence sur ce dispositif. Cette information est connue sur l'audit à distance. Toutefois, et il faut être clair, des clients souhaitent maintenir, pour différentes raisons, l'audit sur site. Soit parce qu'ils n'ont pas forcément confiance dans leur connexion Internet ou les outils pour le bon déroulement de l'audit, soit ils souhaitent véritablement votre présence pour avoir l'assurance que l'information, la discussion, la communication se passe beaucoup mieux. Ce choix d'audit à distance, c'est bien à la demande du client, puisque AFNOR Certification doit reboucler avec le client et le client doit s'engager sur le fait que les moyens techniques qu'il peut et qu'il a à sa disposition, connexion Internet ou autre, sont suffisants et permettent la bonne réalisation de l'audit à distance. Notamment qu'on puisse envisager de la visio, éventuellement de la vidéo, que le partage de documents fonctionne bien. Alors, une question de Sandrine. Si nous faisons du distanciel pour un des sites, est-ce que l'audit de suivi de fait sera fait sur site? Alors, il convient de voir effectivement, Sandrine, la proportion de la partie à distance lors de cet audit initial. C'est une très bonne question et c'est bien au moment de la prise de décision où, dans cette proportion, on appréciera effectivement l'importance de dire si l'audit de surveillance devra avoir lieu sur site ou à distance. La certification sur 4 ans, n'hésitez pas à la rappeler si à un moment donné l'OF vous apostrophe sur sa volonté de report. C'est quand même un gain appréciable. Finalement, il gagne une année supplémentaire de validité de certification sans coût supplémentaire. Il n'y a pas d'audit supplémentaire. Ça nous permet à tous d'anticiper le rush de fin 2021. N'oublions pas que les OF, pour l'instant et à ce jour, sont peu nombreux à être certifiés. Donc, on s'attend bien entendu à une année 2021 chargée en demande d'audit et en demande de certification. Et pour certains, et c'est ce sur quoi ils jouent, notamment sur sur les réseaux sociaux ou sur via d'autres moyens, ils essayent de se différencier en démontrant qu'ils sont les premiers certifiés Calliope. Autre point que je voulais réaborder avec vous, certains ont très bien intégré cette notion, mais d'autres me posent encore la question, sur la question de nouvel entrant. Vous pouvez avoir dans vos ordres de mission cette information que le prestataire que vous allez auditer est un nouvel entrant. Je voulais juste repréciser ce qu'est un nouvel entrant au titre de Calliope. La première définition, c'est un prestataire qui n'a pas encore réalisé un premier BPF. Ça veut dire que c'est un prestataire qui, si on prend l'exemple de ce jour, qui a été créé juste après le 18 septembre 2019. Donc c'est un acteur, alors logiquement, il a dû produire son BPF en juin ou juillet de l'année 2020, mais en l'occurrence, véritablement un nouvel entrant, c'est bien un acteur qui, pour le coup, n'a pas encore eu une réalisation d'activité. Et on peut avoir même dans ce cas-là des acteurs qui sont totalement récents, hein, qui viennent juste de tenir le NDA, qui viennent juste de signer leur première convention de formation et qui même dans ce cas-là n'ont pas on veut dire encore engager une action de formation. Donc, c'est un élément important au titre de votre situation d'auditeur, le fait que, au travers de ce PPF, ce bilan pédagogique et financier. Toutefois, alors question d'Alain. Un OF ayant réalisé une formation de 2 jours en 2019 et aucune en 2020 peut-il être considéré comme un nouvel entrant?
Non, le fait qu'il ait déjà un historique fait qu'il n'est pas un nouvel entrant. C'est bien un acteur qui est présent sur le marché. Après qu'il n'ait pas beaucoup d'activité, c'est son problème, malheureusement, c'est sa difficulté. Mais ce n'est pas un nouvel entrant. Autre question, est-ce que le nouvel entrant doit déjà avoir obtenu le NDA pour être audité? Non, pas du tout. En fait, il peut être dans une phase parallèle et donc mener à la fois son audit de certification Calliope et être en attente du numéro de déclaration d'activité de la part de la directe. Par contre, s'il est amené à être certifié, on ne pourra lui attribuer le certificat que s'il nous expose son numéro de déclaration d'activité. Et donc, effectivement, un nouvel entrant peut être certifié. Le guide de lecture comporte un certain nombre de mentions, de pondérations par rapport aux indicateurs et aux exigences des indicateurs qui précisent que dans certains cas, et dans le cas des nouveaux entrants, certains indicateurs sont à apprécier à la hauteur du démarrage de leur activité. Ça, c'était pour, on va dire, le nouvel entrant qui vient de se créer. Il y a la deuxième catégorie, c'est un OF historique, hein, et qui, au titre, par exemple, d'un historique récent, se lance dans une nouvelle activité. Une nouvelle activité, ça veut dire, par exemple, eh bien, il faisait que de l'action de formation et il a décidé pour la rentrée 2020 de faire de l'apprentissage. On peut considérer qu'il est nouvel entrant sur cette seule nouvelle action. Et donc, à ce titre-là, cette nouvelle action, il faut prendre en compte le guide de lecture à la hauteur de la nouveauté de cette activité. Alors, il y a quelques questions toujours sur cette notion de nouvel entrant. Donc, je vais revenir sur la question. Alors, question de Delphine. Un OF qui n'a pas réalisé de formation en direct, mais qui intervient en sous-traitance, est-il considéré comme un nouvel entrant? Non. Non, non, pas du tout. Ça reste un OF historique. Après, c'était son mode de fonctionnement, mais ce n'est pas un nouvel entrant. Question d'Hassan. Si ce n'est pas précisé dans l'ODM, faut-il alerter l'AFNOR? Alors, dans l'ODM, on mentionne expressément le fait que c'est un nouvel entrant quand c'est un nouvel entrant. Quand ce n'est pas le cas, on ne mentionne pas d'information. Dans tous les cas, ça ne coûte rien effectivement de passer un petit mail à AFNOR. Question d'Hélène. À quel moment un nouvel entrant sur une nouvelle action devra se faire certifier sur cette catégorie? Eh bien, c'est en fonction des enjeux de cette OF, Hélène. C'est-à-dire que s'il se lance dans une nouvelle catégorie, et je prends l'exemple de l'apprentissage, je rappelle que l'apprentissage est quand même un champ sur lequel le gouvernement mise beaucoup, alors même si on entend bien qu'avec les difficultés économiques auxquelles sont largement confrontées les entreprises, leur accueil des apprentis va devenir un peu plus difficile. Toutefois, il y a eu un certain nombre de textes, des textes réglementaires, notamment avec les coûts-contrats d'apprentissage, qui ont pu aiguiser les appétits d'un certain nombre de structures et qui, soit au titre des CFA historiques, ont complété leur activité de formation par apprentissage, soit pour certains acteurs ont décidé de lancer de la formation par apprentissage. Et dès lors qu'ils lancent de la formation par apprentissage, eh bien, ils ont tout intérêt à pouvoir se faire certifier. Toutefois, je rappelle que l'obligation de certification, au final, c'est bien le 1er janvier 2022. C'est pas dès maintenant, c'est bien le 1er janvier 2022. Alors, autre question de Juliette, toujours sur cette catégorie nouvel entrant. Pour un OF qui a démarré la prestation, alors flûte, il y a une question qui est arrivée en parallèle qui me gêne dans la lisibilité. Alors, pour un EF qui a démarré la prestation de bilan de compétences en janvier 2020, c'est un nouvel entrant sur cette prestation. Exactement, c'est exactement cet exemple, le deuxième cas, Juliette.
Alors, question d'Oleg, est-ce que je suis sûr qu'un sous-traitant, effectivement, n'est pas considéré comme un nouvel entrant? Est-ce que ça ne dépend pas avec quel NDA il travaillait avant? Non, ça n'a rien à voir. En tant que sous-traitant, d'ailleurs, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais tous les OF, notamment les sous-traitants, pestent d'avoir des NDA distincts, donc ils ont tous déjà un NDA, donc pour le coup, indépendant. Donc non, non, ils sont bien des OF en tant que tels. Et donc non, nouvel entrant. Alors la question de Patrick, je la traiterai à part, Patrick. Et ensuite, une dernière question sur le sujet, on va avancer quand même dans le timing. Alors, plus clairement, une question d'Hélène. Un OF qui se porterait sur le bilan de compétences doit-il attendre son audit de surveillance pour se faire certifier sur le bilan de compétences? Alors, non, Hélène. Si c'est un OF qui lance une activité de bilan de compétences, qui plus est, le bilan de compétences qu'un acteur peut saisir au travers de son CPF, il n'a pas l'obligation d'attendre l'audit de surveillance. Je vous rappelle qu'avec Calliope, on peut faire des extensions de certification en cours de cycle sans attendre l'audit de surveillance, parce que le cycle économique fait que l'audit de surveillance est dans 2 ans, il lance son activité peut-être dans 3 mois. S'il souhaite se faire certifier Calliope sur la dynamique et sur l'activité bilan de compétences, il a le droit de le faire dès maintenant. Alors, question de Laurent sur le certificat de 4 ans. Ce qui compte, c'est bien la date du certificat, ce n'est pas la date de l'audit. Il faut que l'OF soit bien certifié avant le 1er janvier 2021 pour bénéficier des 4 ans. Je vous propose de poursuivre. Alors, autre point, l'échantillonnage de formation. Je vous rappelle que dans le cadre de l'audit, je vous ai, au travers des séquences de webinars, de qualification, proposé cet échantillonnage en disant, en fonction du CA de l'OF, donc la structure que vous auditez, et de la catégorie sur laquelle il souhaite se faire certifier, je vous ai proposé effectivement cet échantillonnage à minima. Et que les actions de formation, le bilan de compétences, la VAE et l'apprentissage, bien entendu, l'ensemble de ces éléments-là sont à échantillonner dans un historique plutôt récent. On entend bien que les OF puissent se mettre en conformité par rapport à Calliope, et donc de ne pas remonter trop longtemps dans le temps. Pour ma part et pour aujourd'hui, je pense que ces éléments-là sont assez pertinents. Toutefois, et n'hésitez pas à le faire prochainement, me faire un retour sur cet échantillonnage, s'il vous semble suffisant, s'il vous semble cohérent par rapport à ce que vous avez pu pratiquer sur le terrain, et donc de voir s'il y a une nécessité d'adapter plutôt ces orientations. Donc, vos retours sur cet échantillonnage me sera bien utile. Voilà. Là, c'est plutôt un appel de ma part à votre expérience terrain. Notamment, ça me sera, en l'occurrence, bien précisé. Pour répondre, cet échantillonnage est bien une orientation AFNOR. Il n'y a pas de texte réglementaire qui précise ce que doit contenir l'échantillonnage des formations. Donc c'est pour cela que je me permets en toute transparence de vous poser la question sur cette pertinence. Est-ce qu'il faut le réduire? Est-ce qu'il faut encore l'augmenter pour avoir une bonne, on va dire, appréciation de la réalité de l'OF? Concernant l'échantillonnage de formation, je vous rappelle qu'il y a 2 aspects clés à apprécier. Il y a la partie de gauche qui correspond en l'occurrence plutôt à des modalités pédagogiques, et la partie de droite qui correspond plutôt à des natures de formation. Et au regard de l'OF auprès duquel vous allez auditer, avec son propre positionnement d'action,
ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir varier le choix des actions en fonction des modalités pédagogiques et en fonction de la nature même des actions. Alors là, par exemple, sur les actions de formation, quand c'est de la formation certifiante, réglementaire ou non certifiante. Ok, donc je vous rappelle que l'intérêt, c'est toujours d'avoir un échantillon suffisamment bien représentatif de ce que recouvre l'activité de l'OF. Concernant le point de la formation certifiante, et pour repréciser la définition, on parle de formation certifiante dans la mesure où la formation que propose l'OF permet aux stagiaires, à l'apprenti, à l'alternant de se présenter à un examen en vue d'obtenir un titre ou un diplôme qui est inscrit au répertoire national ou au répertoire spécifique. Et c'est vrai que le terme certifiant peut être quelquefois mal utilisé de la part des OF. Ils peuvent vous dire qu'ils proposent un parcours certifiant, mais un parcours certifiant, on va dire, somme toute, privé, qui n'a aucun lien avec le répertoire national ou avec le répertoire spécifique. Donc soyez bien vigilants par rapport à ça et de bien vous raccrocher au fait que la formation est à un moment donné adossée à un titre, un diplôme qui est bien soit sur le répertoire national ou le répertoire spécifique. Si ce n'est pas raccroché à une certification qui est reconnue par France Compétences, finalement, elle n'a pas de caractère certifiant. Ok. Alors, cas d'un OF qui propose une formation certifiante reconnue au niveau international, cordiste, mais pas au RNCP ni RS. Oui, mais dans ces cas-là, on est bien hors champ, Estelle. Commentaire de Christine, si le diplôme n'est pas reconnu par la formation, n'est donc pas certifiante. Tout à fait. Alors, quelle est la preuve du raccrochement? Eh bien, en fait, on doit retrouver les éléments, et notamment au travers du répertoire national et du répertoire spécifique, Gilles. Et enfin, un commentaire de Sarah. À l'inverse, s'ils ne gèrent pas la certification, peuvent-ils dire que leurs formations ne sont pas certifiantes? Alors, ça c'est important. Il faut bien dissocier le fait que deux responsabilités, la responsabilité de l'organisme de formation de réaliser la formation et la responsabilité de l'autorité de certification qui administre et délivre la certification surtout. Or, quelquefois, ce peut être un même acteur qui est organisme de formation et autorité de certification. Et quelquefois, ce sont bien deux acteurs distincts, l'un qui est organisme de formation et l'autre qui est autorité de certification. Il n'y a pas d'obligation que l'OF soit forcément et systématiquement autorité de certification. Et quand il n'est pas autorité de certification, il peut bien me dire que ce sont bien des formations certifiantes, car le cursus qu'il propose permet ensuite à l'individu de se présenter à telle ou telle certification. Où trouver ces répertoires? Eh bien, vous avez les sites dédiés pour les RNCP et RSCH sur le web. Alors, je vais avancer je voudrais quand même vous laisser la parole. J'ai vu qu'il y avait des questions et donc je voudrais bien y retourner en l'occurrence. Donc, alors je vais juste revenir juste un petit peu en avant. D'accord, donc Fabienne, notamment pour le bilan de compétences, recommande un volume un peu moindre de dossiers. Merci Fabienne. De l'information. Alors, je vous propose de poursuivre. L'approche multisite. L'approche multisite, et je vous propose qu'on revienne sur le sujet, c'était un point qu'on avait déjà abordé sur l'une de nos webconférences, alors je ne sais plus si c'était avril ou mai. J'ai repris sans grande originalité les éléments que j'avais abordés à l'époque, mais ça me semble important d'aborder de nouveau ce sujet. Alors,
pour diverses raisons, parce que le nombre de dossiers multisites devient un peu plus important, et ça assez naturellement. Les gens prennent du temps pour se préparer. On sait très bien que ces multisites ont besoin de se coordonner, et donc ils arrivent à la certification maintenant. Donc je vous rappelle que qu'est-ce qu'un multisite dans le cadre de Calliope? Un multisite, si on lit le texte, est caractérisé par la présence permanente de personnel dans l'organisme. Cette présence permanente, ce n'est pas au sens uniquement du 100%, c'est-à-dire que les temps partiels sont considérés comme une présence permanente. Cela couvre toute activité de l'organisme, donc une activité administrative, commerciale, d'ingénierie, de formation, d'ingénierie pédagogique. Un organisme multisite n'est pas forcément une seule et même unique entité juridique. Par contre, quand il y a plusieurs entités, il doit y avoir un lien entre la fonction centrale, l'entité de tête et les différents sites associés. De toute façon et dans tous les cas, un seul numéro de déclaration d'activité sera reconnu, c'est celui de la fonction centrale. Je vous rappelle que dans le principe de multisite, il y a un principe de solidarité, c'est-à-dire que c'est une fois que les défauts de tous les OF et donc de tous les sites, notamment si ce sont des non-conformités majeures, sont traités, que l'on pourra attribuer la certification. Question de Sandrine. Est-ce que les personnes travaillant en home office, et donc en home office, il n'y a qu'un seul M, Sandrine, représentent un site? Non, absolument pas. Ceux qui sont en home office, ce sont leurs lieux de domicile, ce n'est pas un site en tant que tel. Pour être qualifié de multisite, l'OF doit présenter un système qualité, une fonction centrale, une autorité organisationnelle, et tous les sites sont régulièrement surveillés. Alors régulièrement, c'est eux qui précisent la fréquence, mais ça veut donc dire que dans le schéma et dans l'audit que vous allez réaliser, vous avez notamment dans le rapport des parties qui concernent la partie multisite et sur lequel on vous demande de positionner un constat de conformité si les éléments répondent à ces quelques lignes, voire des constats de non-conformité parce qu'il n'y a pas d'audit, parce que l'autorité organisationnelle n'est pas au niveau de la fonction centrale, etc., etc. Donc, quand vous êtes face à un multisite, vous avez effectivement l'importance de bien remplir la case liée à cette partie multisite dans le rapport d'audit. Concernant le plan d'audit, revenons sur le sujet. Finalement, l'ordre de mission que l'on va vous adresser va mentionner soit vous allez auditer effectivement un siège uniquement, c'est un monosite, soit vous allez auditer un siège plus X sites. C'est bien vous qui allez déterminer les sites que vous allez auditer parmi le panel de sites de l'OF. Finalement, cette sélection va pouvoir s'appuyer sur différents paramètres. Le premier paramètre, c'est d'avoir l'assurance que s'il y a une diversité de catégories d'action, les sites que vous allez échantillonner vous permettent de voir ces différentes catégories d'action. Ça, c'est un point important. Et puis, d'autres paramètres peuvent jouer. L'importance du site, notamment son chiffre d'affaires, son effectif, qui viennent plutôt corroborer son dynamisme et son activité de formation, donc forcément son impact. Il ne faut pas oublier que des aspects logistiques peuvent aussi à prendre en compte en fonction effectivement de l'éloignement des OF. Par défaut, la durée par site supplémentaire, les sites secondaires, c'est une durée de 0,5 jours quand on s'appuie sur le mode de calcul proposé par l'arrêté. Par contre, et pour des raisons toujours d'adéquation et d'équilibre du plan d'audit, vous pouvez augmenter ce temps de site, non pas en restant une demi-journée, mais de pouvoir monter par exemple à une journée entière. Okay. Maintenant, si on va dans le détail du plan d'audit, savoir mais finalement sur ces sites, qu'est-ce que vous allez auditer? Le point clé, c'est que vraisemblablement, et le critère 1 sur l'information, c'est quelque chose qui est très centralisé.
Donc, vous allez pouvoir le centraliser et mettre cela au niveau du siège, mais cela n'a strictement aucun intérêt au niveau des sites secondaires. Par contre, pour les critères suivants, les 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7, l'appréciation des critères et des indicateurs associés est liée au degré d'autonomie ou au contraire au degré de dépendance du site vis-à-vis du siège. Et autant certains, on va dire, indicateurs ont du sens parce que le site est relativement autonome et à ce titre-là, il convient de voir relativement loin dans l'application du référentiel Calliope. Au contraire, quand la dépendance est très forte des sites vis-à-vis du siège, finalement, nous allons voir sur les sites essentiellement les indicateurs d'application, de réalisation, de maîtrise opérationnelle et pour le coup, le 3 et le 4 semblent particulièrement effectivement envisagés. Alors, question de Marie-France, est-ce que le certificat comporte les adresses des sites? Oui. Et on précise bien même, dans certains cas, si les activités, quand il y a plusieurs activités distinctes, si certains sites ont des activités spécifiques et d'autres toutes les activités. Question de Naïma, dans les portées demandées, est-il possible d'exclure un site qui réalise un type d'action de formation objet de la demande? Non. L'obligation, et c'est bien indiqué dans les textes, il n'y a pas la possibilité d'exclure un site. Je vous propose de poursuivre, il est déjà 13h37. Alors, question de Marianne. Il y a plus... Alors, j'ai pas compris, Marianne. Il y a plus... Alors, sur les non-conformités, je vous rappelle, vous avez le rapport est dire la somme et la synthèse de l'audit que vous allez réaliser. En fin de journée, vous allez présenter ce qui relève de points noirs, enfin en tout cas rouges pour dire des non-conformités majeures, mineures en orange ou tout vert quand tout est bon. Pour les mineurs comme pour les majeurs, vous allez pouvoir générer les non-conformités. Ce rapport que vous envoyez donc en version Excel au prestataire, vous l'envoyez, vous avez un délai maximum de 5 jours après l'audit pour l'envoyer. À l'OF de vous apporter déjà les réponses. Et surtout, ensuite, et notamment s'il y a des non-conformités majeures, de vous apporter les réponses à ces non-conformités majeures pour que vous ayez l'assurance que les actions ont bien été réalisées et que vous puissiez à la fois conclure à la pertinence de l'action, mais aussi au-delà à la levée de la non-conformité. Majeure en priorité, mais si on peut lever les mineurs également. Je vous rappelle juste que la levée des non-conformités n'est possible que si vous avez bien l'assurance que les éléments qui vous ont été mentionnés vous ont été apportés aussi au travers de preuves. Alors, les preuves, ce sont des documents, des enregistrements, des scans d'écran, et que cela concerne à la fois le cadre théorique, si par exemple il manquait une procédure, un mode opératoire, je prends cet exemple-là, mais aussi l'application même de la procédure et du mode opératoire. Je vous rappelle que par rapport à cette prestation, point de vigilance, je l'avais déjà abordé, mais je le réaborde, c'est l'occasion d'en reparler à la rentrée. C'est une prestation d'évaluation de conformité des pratiques aux exigences Calliope. Je rappelle que c'est uniquement les exigences Calliope. On n'est pas là pour, et vous n'êtes pas là pour évaluer l'OF sur toutes les autres exigences réglementaires auxquelles est soumis l'organisme de formation. Toujours pas de PF, toujours pas de PP, toujours pas de PS, et vous ne donnez pas suite. En l'occurrence à l'OF quand celui-ci vous sollicite pour du conseil. Alors, question d'Eric. Délicat d'envoyer un rapport en format Excel. Non, c'est pas gênant. Eric, en fait, dans la macro qui vous permet de générer les non-conformités, de facto, ensuite, il y a une protection qui s'applique sur les pages concernées.
Faut-il vous transmettre les éléments de preuve pour les non-conformités? Juliette, non, ce n'est pas nécessaire. Et pour Marianne, doit-on justifier le constat de conformité? Quand vous mettez conforme sur un point, si vous semble nécessaire de mettre un commentaire, vous pouvez mettre un commentaire, mais ce n'est pas une obligation. Le point le plus important, c'est de pouvoir bien décrire et expliquer les non-conformités que vous avez identifiées. Les points conformes n'appellent pas forcément des commentaires. Alors, je vous propose dans un second temps d'aborder vos questions et donc de vous laisser la parole. Toutefois, avant cette session, j'ai reçu des questions que je me suis permis d'intégrer dans ce support et de vous les soumettre à votre lecture. Première question, c'est un élément qui revient souvent et c'est un élément d'attention pour vous. Le rapport vous demande de positionner, on va dire, des constats de conformité, de non-conformité. On va retrouver des constats de conformité, par exemple, sur l'indicateur 30, qui est le premier point. Toutefois, associé à ce constat de conformité, on peut avoir des commentaires. Je suis déjà revenu sur ce point à plusieurs reprises, mais ces points de commentaires souvent appellent et se concentrent assez souvent uniquement sur le stagiaire, tout en oubliant les autres parties prenantes, l'entreprise, l'équipe pédagogique, donc les formateurs, et puis les financeurs. S'il vous plaît, quand vous mettez un commentaire qui soit en lien avec la globalité de l'indicateur et qui n'interpelle pas en disant « il a mis ce point là-dessus, mais quid du reste ?» Alors, concernant ce premier point, prise en compte de l'appréciation des financeurs, est-ce que si l'OF met nous restons à votre disposition pour échanger sur cette formation, est-ce que cela constitue une réponse par rapport à cet indicateur 30 ? Absolument pas. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse véritablement forcer l'échange et reforcer la collecte d'appréciation entre l'OF et le financeur. Deuxième question sur les formations intra-entreprises, quand des OF ne font que de l'intra, et notamment pour le règlement intérieur de l'OF. L'OF a donc une obligation d'avoir un règlement intérieur, y compris quand il ne fait que de l'intra. Par contre, ce règlement intérieur est partiel, à savoir qu'il va couvrir essentiellement le champ de la discipline, du déroulement de la formation, et que ce règlement intérieur de l'OF se lie avec le règlement intérieur de l'entreprise. Mais tout OF, quel qu'il soit, et même en étant un indépendant seul, a l'obligation d'avoir un règlement intérieur. Sur le troisième point qui concerne l'indicateur 12 sur la prévention, l'engagement des bénéficiaires et la prévention des abandons, on a en face de nous des OF qui se présentent à cette certification Calliope sur souvent des formations non certifiantes, et notamment plus que les non certifiants, des formations courtes, d'1 à 2 journées, pour lesquelles effectivement les risques d'abandon semblent assez limités. Cet indicateur est bien applicable. Par contre, les mesures qu'ont les OF à appliquer sont à mesurer. Ce ne sont pas forcément de très nombreux moyens qui sont à mettre en œuvre, mais ça passe plutôt par la posture du formateur, de l'analyse du comportement des participants, peut-être des questions de réaménagement de calendrier pour favoriser l'engagement du bénéficiaire. Bref, des choses assez simples et de bon sens à la hauteur de la petite taille d'OF que vous pouvez auditer. Alors, ce qui peut arriver, quatrième point, dans le cas d'un organisme dit CNIFOP, donc qui est titulaire d'un label, d'une qualification, d'une certification de la période du CNIFOP, devons-nous demander les preuves? Donc j'ai eu le cas d'une déclaration erronée, il a dû faire un audit complet. Donc les preuves, c'est nous qui les collectons, et donc l'ODM mentionne régulièrement et normalement cette information, c'est-à-dire l'OF est CNIFOP, l'OF est non CNIFOP. Par contre, ce qui peut arriver, il peut y avoir une erreur. Donc, de différentes sources, soit c'est l'OF lui-même qui est la source de cette erreur,
en disant qu'il est bien titulaire d'un dispositif CNEFOP et qu'il ne l'est pas, ou l'inverse. Alors, quand il dit qu'il est titulaire d'un certificat CNEFOP, nous le vérifions. Quand il ne l'est pas, on modifie le contrat avant de vous solliciter en tant qu'auditeur. C'est l'inverse qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il ne l'est pas, qu'il dit qu'il n'est pas CNEFOPé alors qu'il peut l'être. Donc dans ces cas-là, il peut y avoir ce genre de choses. Et puis n'oublions pas que nous-mêmes, aussi à Finance Certification, quelquefois, dans le volume d'activité qui nous concerne, on peut omettre une petite et faire une petite erreur. Un moyen assez rapide de pouvoir contrôler cela, deux paramètres importants. En regardant la durée de l'audit et quand le dossier est multisite, vous avez des bons indices pour pouvoir apprécier si la vraisemblance de je suis CNEFOPé ou pas CNEFOPé est réelle. Je vous prends un exemple. Allez, 99% des audits qui ont lieu sur une journée, ce sont systématiquement des OF non CNEFOPés. Okay. Donc, soyez vigilants. Merci à vous si on fait une petite erreur pour qu'on puisse rectifier cela. Je poursuis. Autre question, on m'a posé la question, est-ce qu'un OF qui sous-traite une formation SST se voit appliquer le critère 16? Oui, tout à fait. Même en sous-traitant, c'est bien l'OF qui contractualise la convention, c'est bien lui qui est responsable et donc le critère 16 s'applique. Après, les modalités opérationnelles sont ce qu'elles sont, mais le critère 16 s'applique bien. Et enfin, une question qui concerne les locaux, et ce sont des questions qui on va dire, reviennent souvent, puisque vous venez de me les poser là en direct. Concrètement, quelles preuves sont-elles fournies ou sont-elles fournies ou devraient l'être pour attester? Alors, la question de l'auditeur parlait de la conformité des locaux de la formation mise à disposition par les entreprises. Je dirais même plus loin, le texte de Calliope, du référentiel national qualité, ne parle pas de conformité, il parle d'adéquation. Et ça, c'est un point très important. N'oubliez pas que sur cet indicateur 17, quand on parle des locaux, on parle d'adéquation des locaux à la réalisation de la prestation concernée, donc action de formation, bilan de compétences, VAE, ou action de formation par apprentissage. Soyez très attentifs à ce terme-là, adéquation. Donc, les exemples de preuves qui sont mentionnés dans le guide de lecture sont des exemples et sont là pour, notamment, vous avez le bail et d'autres documents, pour démontrer que l'OF peut bien accueillir du public ou qu'il a bien sensibilisé l'entreprise dans l'expression des besoins qu'il avait pour réaliser la prestation, pour réaliser la formation dans des conditions décentes. Donc, que ce soit l'OF qui a ses propres locaux ou quand il va dans l'entreprise pour réaliser une formation, c'est bien l'adéquation des locaux qui est demandée. Et donc, on doit avoir soit des expressions de besoin quand il va dans une entreprise, soit différents textes qui montrent qu'on peut accueillir du public et on peut réaliser la formation. Alors, voici les questions qui avaient été soumises avant. Ce que je vous propose, et dans les 10 minutes qui nous restent, eh bien, c'est qu'on puisse traiter vos questions. Question de Michel, que je n'avais pas encore traitée et que je traite maintenant, qui est liée au site. Alors, bonjour, un OF qui loue des salles de manière ponctuelle sur un territoire régional, est-ce qu'on considère cela comme un site? Non, pas du tout. On ne fait qu'auditer que le siège. On est bien d'accord, Michel? Question de Guillaume. J'ai un contact avec un OF dont le siège est à l'étranger, mais souhaite vendre des formations à distance en France. A-t-il accès à Calliope? Pour qu'il ait accès à Calliope, Guillaume, il faut qu'il soit déjà en règle avec les formalités administratives françaises. Je rappelle que il faut qu'il ait une existence, cet OF, et notamment qu'il ait un numéro de déclaration d'activité. Et donc, il faut qu'il fasse le nécessaire auprès d'une directe pour se déclarer. Et dans certains cas, ça nécessite d'avoir une adresse en France.
Alors, question de Nadia Nessac. Quid des exigences documentaires pour les dossiers non financés dans l'échantillon? Alors, on revient plutôt sur l'échantillon. Il est vrai que sur l'échantillon des actions de formation, on va favoriser les actions financées ou celles potentiellement finançables. À ce titre, c'est bien le même niveau d'exigence qui s'applique à ces deux. Bien entendu, vraisemblablement, le niveau de risque est plus important dès lors qu'elles sont financées, donc il faut être plus attentif. Mais celles qui sont potentiellement finançables, bien, on attend le même niveau de précision. Alors, question de Leïla, toujours c'est cette notion de locaux. Lorsqu'un prestataire de formation fait intervenir des formateurs sur des lieux distants et distincts, la location de salles de formation sur d'autres régions géographiques, comment auditer la conformité des lieux d'apprentissage? Alors, on ne dit pas, nous, la conformité, on va juste s'assurer que l'OF, au travers de son expression, d'une convention, ait demandé la mise à disposition de locaux qui permettent la bonne réalisation de la prestation de formation ou des autres catégories d'activités. Alors, question de Sarah. Est-ce que le quiz suffit pour les petites formations d'une journée? Ah oui, je reboucle. Donc, Sarah, on est sur les indicateurs liés à l'évaluation de l'atteinte des objectifs. Cette évaluation de l'atteinte des objectifs s'applique à toute formation, qu'elle soit sur une durée longue et qu'elle concerne effectivement un titre ou un certificat recherché, mais y compris sur des formations d'une journée. D'ailleurs, à ce titre-là, sur des formations d'une journée, le quiz n'est pas forcément la seule modalité d'évaluation envisageable. Ce peut être un exercice, ce peut être une intervention à l'oral, l'appréciation du formateur à ce titre-là. Deuxième question et qui concerne l'indicateur numéro 1. Est-ce qu'il faut que tous les éléments de l'indicateur numéro 1 soient mentionnés sur le site web? Je vous rappelle déjà que le site web n'est pas une obligation en tant que telle. C'est une possibilité de communication, mais on peut avoir face à nous des OF qui n'ont pas de site web. Donc, ce qui est recherché, c'est que, je vous rappelle, il faut que cette information soit accessible et diffusable et diffusée. Et donc, via les moyens dont dispose l'OF, les éléments, et bien tous les éléments des indicateurs soient diffusés et mis à la disposition du public. Question d'Estelle concernant les non-conformités majeures et le délai. Concernant les non-conformités majeures, c'est une fois que vous avez donc je reviens, le délai de l'OF est bien maximum de 3 mois. C'est-à-dire que dès lors que la notification de la non-conformité a été donnée au travers du rapport, il a 3 mois maximum pour vous adresser les actions et les corrections mises en œuvre pour que on puisse vous puissiez clôturer le rapport. Bien entendu, son intérêt, c'est de faire le plus rapidement possible. Question de Gilles, quid de l'avenir de Datadoc? Eh bien, je voudrais bien le savoir, Gilles. Ça, je pense que nous sommes nombreux, y compris les OF, à se poser la bonne question de savoir quel sera cet avenir. C'est vrai qu'un certain nombre d'éléments ont pu être identifiés, mais je crois qu'eux-mêmes ne savent pas encore totalement leur évolution. Alors, remarque de Patricia, des réunions avec les financeurs sont également en moyenne collecte. Il n'est pas obligatoire de réaliser une évaluation de satisfaction. Oui, tout à fait. On est tout à fait d'accord, Patricia. L'enquête de satisfaction, et en soi, n'est pas une panacée, puisque à la fois par son formalisme et à la fois par son mécanisme, on peut avoir et être assez déçu par les taux de retour. Je rappelle que l'indicateur numéro 30 est très on va dire ouvert sur les modalités de collecte de cette appréciation et sur la fréquence de collecte de ces appréciations. Donc, des réunions, du face-à-face, un entretien téléphonique sont autant d'éléments pour collecter les appréciations de financeurs.
Question de Fabienne. Alors, sur le cas de situation et d'OF CNEFOP, je vous rappelle que quand on est face à nous des OF CNEFOP, le guide de lecture nous dit clairement, vous devez auditer les quelques indicateurs communs, vous en avez 9, spécifiquement définis. Et d'ailleurs, le rapport d'audit vous aide au travers du plan d'audit et de la grille d'évaluation de dire voilà quels sont ceux qui sont à auditer. Et puis, une portion des 10 indicateurs spécifiques, tout ou partie. Quand, en tant qu'auditeur, vous êtes amené à intervenir sur ce champ-là et vous êtes amené à évaluer sur ce champ-là. Toutefois, vous pourriez identifier sur les critères connexes, donc ceux qui ne sont pas concernés par ce type d'audit, mais qui sont proches, parce qu'au titre des éléments que vous allez voir, vous voyez bien qu'il peut y avoir un décalage, vous pourriez être dans une phase de l'identification de non-conformité. À ce titre-là, vous pouvez, alors on vous demande bien entendu de respecter le plan d'audit et ils sont CNEFOP, le texte dit bien qu'ils sont audités sur ces points-là, donc l'audit doit bien se concentrer sur ces points-là. Toutefois, sur les points qui vous concernent et qui sont sous votre investigation, peut-être que vous pouvez raccrocher l'élément en défaut avec un indicateur que vous êtes en train d'investiguer. C'est là le seul point qui vous permettrait, voilà, en toute honnêteté, de pouvoir permettre de mettre l'OF face à sa situation et de corriger une situation de défaut. Mais uniquement dans le cadre des indicateurs qui vous sont autorisés quand c'est CNEFOP. Parce que tout simplement, si l'OF revient vers nous en disant il a audité des éléments qu'il n'avait pas audité, l'OF est dans son droit. Alors, question de Jacques, quelle est la proportion d'OF certifiés? Alors, la proportion d'OF, on peut l'entendre à plusieurs niveaux. Au niveau national, pour l'instant, cette proportion est faible. On a une prochaine réunion avec la DGFP pour voir comment ce niveau de certification a progressé. Nous ne sommes toujours que sur quelques pourcents. Après, la question, c'est est-ce qu'au niveau d'un organisme certificateur, quel est le pourcentage de réussite? Pourtant, le pourcentage de réussite est quand même plutôt élevé et assez naturellement, ceux qui se sont engagés vers la certification Calliope, l'année dernière et cette année, je vous l'avais déjà partagé, ce sont des pionniers, donc des gens qui étaient soit bien préparés au travers de certifications existantes, soit ont mis un peu de moyens, ont pu profiter de la période de confinement pour retravailler. Et finalement et globalement, les niveaux de préparation sont plutôt à un bon niveau. Assez régulièrement, j'ai des auditeurs qui me reviennent en me disant voilà, ils sont bien, soit ils ont bien été accompagnés, soit ils se sont bien préparés et on a des dossiers, de très bons dossiers bien ficelés. Toutefois, il y a quand même une proportion d'OF qui sont en défaut, qui n'ont pas forcément bien pris connaissance du contenu, ou on peut considérer que c'était un référencement Datadoc de manière un peu légère et se retrouvent confrontés à des non-conformités. Bon, les délais qui sont autorisés, 3 mois notamment pour les non-conformités majeures, et je vous rappelle que ceux qui ont été audités durant la période de l'état d'urgence ont encore plus de temps, leur permettent de couvrir et de rectifier la situation largement. Alors, question de Marianne sur les audits multiréférentiels. Donc, je vous réponds Marianne. Sur les audits multiréférentiels, ils sont plutôt rares, mais on peut avoir des audits combinés 9001 et référentiel national qualité. Ce sont essentiellement sur des combinaisons 9001 et RNQ qu'il y a du sens. Les autres référentiels ISO, notamment mentionnés, par exemple l'ISO 14001 sur l'environnement n'a pas de lien avec Calliope, donc il ne faut pas s'embêter avec ça. Et donc dans ces cas-là, on fait bien deux plans d'audit disjoints, ce sera beaucoup plus simple. Sur la qualité, il est possible, bien entendu, d'entremêler les plans d'audit,
d'autant plus que, bon, au travers du kit auditeur, on a pu vous partager des tableaux de correspondance entre différents référentiels de l'ANF, de l'ISO, du Calliope. Il est possible de croiser. C'est vrai qu'après, ça vous amène à formaliser un plan d'audit un peu plus complexe. C'est à vous d'apprécier le temps que cela vous représente. Concrètement, nous n'avons pas de prescription spécifique en disant entremêler bien les audits, ce qui peut avoir du sens. Le seul point clé, c'est que vous puissiez bien, et la seule recommandation, c'est que vous puissiez bien combiner à la fois et surtout le chapitre 8 de l'ISO 9001, qui est sur la maîtrise opérationnelle, avec les principaux indicateurs de Calliope. Finalement, vous allez retrouver du critère 1 jusqu'au critère 4 les éléments clés opérationnels de l'ISO 9001. Le critère 4, le critère 5 de compétences, vous allez pouvoir l'associer au chapitre 7 support de l'ISO 9001. Le critère 6, de la même façon, vous allez pouvoir un peu le ventiler sur de l'opérationnel, mais aussi sur du support. Et le 7 sur les derniers chapitres de la 9001 concernant la surveillance et l'amélioration. La question, c'est le temps que cela va vous absorber. Et à ce titre-là, c'est pour cela qu'on est plutôt sur une recommandation de faire 2 plans de ligne distincts. Alors, question de Coralie, l'indicateur 27. Si l'OF n'a pas de sous-traitant, est-il bien dispensé de cet indicateur commun? Si l'OF n'a pas de sous-traitant, vous pouvez constater que pour le coup, l'OF n'est pas concerné par cet indicateur, ce qui arrive assez souvent avec des indépendants. Pour le coup, puisqu'ils sont amenés à réaliser eux-mêmes leur activité, ne pas faire appel à des tiers. Alors, vous posez beaucoup de questions et je sens que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions dans l'intervalle. Donc, je me donne encore 2 minutes jusqu'à 14h05 pour répondre. Je termine avec Marianne déjà qui demande s'il faut 2 rapports. Oui Marianne, pardon, ça je ne vous ai pas précisé. Vous allez avoir le rapport 9001-14001 que vous allez gérer dans le Opera, RAI, et vous allez avoir le rapport Excel RNQ Calliope que vous allez gérer de manière distincte. Question de Jean-Luc. Que se passe-t-il si l'OF dépasse les 3 mois pour lever une non-conformité? Si l'OF dépasse les 3 mois, que cela ne fait pas partie des tolérances autorisées, eh bien, nous allons pouvoir prendre une décision en constatant le défaut de réponse. Et s'il y a défaut de réponse, eh bien, ça veut dire qu'il y a grande chance, en l'occurrence, d'arriver à une décision négative. Alors, question de Leïla. En fonction de la réception des éléments de preuve, doit-on ou peut-on ne pas demander ou proposer au prestataire de revoir sa copie? Si les éléments ne répondent pas, vous avez le droit d'alerter l'OF sur le fait que les éléments ne permettent pas de lever la non-conformité. Alors, question de Delphine. En cas de non-conformité majeure non levée suite à la réponse de l'OF, quelle est la démarche pour l'OF? Il doit se faire réauditer, y a-t-il un délai? Alors, c'est-à-dire que on pousse la démarche, et ça rejoint une question de Sandrine sur les audits complémentaires. L'audit a lieu, une notification d'un nombre plus ou moins important de non-conformités. Toutefois, le délai court, on arrive au bout des 3 mois, les éléments n'ont pas permis à apporter, voire l'absence d'éléments n'ont pas permis de lever la non-conformité, on va prendre une décision. On prend une décision négative, donc pas de certification. Et dans ce cas-là, en fonction du cas, on peut passer d'un audit complémentaire sur site en disant, voilà,
Vous avez certes apporté des corrections, mais ça ne permet pas de lever en totalité la non-conformité, et nous allons décider d'un audit complémentaire où l'auditeur va intervenir sur une durée que nous allons définir, où les éléments sont totalement catastrophiques qui font que eh bien, nous décidons d'un nouvel audit complet dans un délai de 6 mois. C'est ce que précisent tout simplement les textes réglementaires quand il faut repartir de zéro. Question de Lucien concernant le rapport, il faut, et notamment sur l'envoi du rapport au client, c'est bien la totalité du rapport, hein. Vous envoyez tous les onglets, il ne vous suffit pas uniquement d'envoyer l'onglet non-conformité. Je vous propose d'en terminer aujourd'hui. J'en suis désolé par rapport aux questions que je n'aurais pas et que je n'ai pas traitées. Donc n'hésitez pas à me solliciter par mail, j'aurai à cœur, ou par téléphone, hein, ce sera aussi l'occasion de pouvoir vous avoir au téléphone, de pouvoir poursuivre l'échange. Je vous rappelle que on est sur une reprise de webconférence sur les retours d'expérience. L'idée d'aujourd'hui était bien de reparler un peu de la procédure, de rappeler des points clés, mais les prochaines, puisqu'on est sur un fonctionnement mensuel, seront voilà, l'occasion de revenir encore sur le contenu, le fond, les cas d'audit pour vous aider à la fois dans votre posture de consultant, puisque vous êtes également consultant, donc vous pouvez également, pour certains, accompagner des OF et être confronté à des situations, et dans votre posture d'auditeur pour avoir les bons réflexes, les bonnes réponses face à une situation un peu compliquée quelquefois. En tout cas, je vous remercie encore. Je vous remercie beaucoup de votre patience, de votre passion aussi, de votre présence importante. Et voilà, nous sommes à votre disposition pour la suite. Donc, je vous souhaite avant tout une bonne journée, un bon week-end d'avance et au plaisir. Merci à vous. Au revoir.